On va entamer cette troisième table ronde sur le modèle organisationnel vendéen. Leadership, talent et rayonnement international. Mais avant d'inviter les différents témoins, je vais demander à Antoine Rager de venir me rejoindre pour nous en parler. Je vais vous présenter. Allez-y, je vous en prie, Antoine, vous pouvez l'applaudir. Antoine, vous êtes doctorant en management à l'ICES et vous réalisez une thèse sur l'industrie vendéenne et notamment en quoi la Vendée fait matière d'exception. Est-ce que j'ai tout... Ouais, à peu près. C'est pas moi qui fais la thèse en même temps. Vous avez un micro derrière vous. Est-ce que vous voulez qu'on vous mette une petite table ou vous pouvez mettre assis? Ah, alors... Bonsoir à tous. Merci au COMEX 40 de m'inviter pour introduire cette table ronde. Ça fait maintenant 1 an que je travaille sur ce sujet de l'industrie vendéenne dans le cadre de ma thèse de doctorat en management. Et donc c'est l'occasion pour moi de vous livrer quelques enseignements sur cette table consacrée au modèle organisationnel vendéen, ses talents, ses leaders et son ouverture internationale. Dans un premier temps, je reviendrai sur ce qui a fait les fondements de la réussite vendéenne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, son industrialisation. Puis je présenterai aujourd'hui quelles sont les mutations que connaît l'industrie vendéenne et en quoi elles peuvent remettre en cause ce modèle de réussite. Au lendemain de la guerre, la Vendée, c'est une terre très agricole. 78% des terres sont cultivées. On a beaucoup de familles qui vivent en autoconsommation, notamment dans le bocage. C'est un territoire assez pauvre et on a une population locale qui est regroupée autour de petits bourgs, de paroisses ou de villages qui sont des petits hameaux. Et dans ces villages, on a des mécanismes d'entraide qu'on retrouve aujourd'hui, mais qui se manifestent par des échanges de services. On va moissonner ensemble, on va réparer les maisons, on va se donner le fruit de la récolte les uns les autres. Et on a une hiérarchie sociale qui est assez claire entre d'un côté ce qu'on appelle les travailleurs, c'est-à-dire les gens qui ont besoin de travailler la terre ou travailler de leurs mains pour vivre, et de l'autre côté les messieurs. Ce qu'on appelle les messieurs, c'est une ethnologue qui s'appelle Bernadette Bucher qui en parle, qui sont finalement les propriétaires terriens et qui, eux, n'ont pas besoin de travailler pour vivre. Et il y a un événement qui va venir tout bousculer et qui va créer l'industrialisation vendéenne, c'est la Révolution verte, donc la mécanisation du travail au champ. Plus de travail au champ, ce qui va baisser naturellement l'influence des messieurs qui étaient les propriétaires terriens et qui vivaient de l'activité générée par l'agriculture. Et pour faire émerger un nouveau profil, qui est ce profil du chef d'entreprise, donc on va avoir un changement de leadership à ce moment-là. Alors, quel est le profil de ces entrepreneurs? Premièrement, ce sont des gens qui viennent de la communauté des travailleurs, c'est-à-dire que c'est des gens de terrain, c'est des artisans, c'est des laborieux, et donc qui partagent les valeurs de la communauté locale. Et il y en a 3, je vais le répéter, mais ça c'est important, on a parlé des valeurs qui faisaient la Vendée. Première valeur, c'est la vaillance. Donc c'était ce côté courageux, travailleur, débrouillard, malin. Le deuxième, c'est l'esprit de service, c'est la volonté de servir son voisin, servir son client, qu'on retrouve un petit peu dans les témoignages qu'on a eus. Et la troisième, c'est la valeur d'humilité, c'est-à-dire que en Vendée, on est tous au même niveau, quoi. C'est assez mal perçu de se considérer comme au-dessus de la mêlée, plus malin, plus compétent, plus machin. Non, voilà. Ces 3 valeurs, vaillance, esprit de service et humilité. Et donc le fait que les entrepreneurs viennent de cette communauté locale, ça crée cette proximité que moi j'ai retrouvée dans les entretiens que j'ai fait dans les entreprises, proximité entre les salariés et le chef d'entreprise. Les salariés, la première chose qu'ils me disent, c'est le chef d'entreprise, il vient dans l'usine une fois, voire plusieurs fois par semaine, il nous dit bonjour. En dehors de l'entreprise, quand on est au foot, il vient vers nous, il nous dit bonjour. Et donc il y a vraiment cette proximité qui est intéressante à constater et qui vient pour moi du fait que cet ensemble-là appartenait à la même communauté locale. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, en Vendée, tout le monde aime les chefs d'entreprise. On a parlé, les politiques aiment les chefs d'entreprise. On a eu ces exemples, ils facilitent la création d'entreprises. Et aussi fait important, les salariés aiment leurs chefs d'entreprise, en tout cas les respectent. Moi, quand j'ai échangé avec des chefs d'entreprise dans le cadre de ma thèse, les gens qui venaient d'ailleurs étaient surpris par la qualité du dialogue social qu'il pouvait y avoir. Alors, les choses ont évolué. Il y a un temps, il n'y avait même pas de syndicat, mais même dans le cadre aujourd'hui d'un dialogue social qui est plus normé, le dialogue social est de qualité. Et donc, c'est vraiment cette figure du chef d'entreprise qui va
remplacer le notable monsieur comme figure de leadership, et figure de leadership qui ne se limite pas uniquement à l'entreprise. Hein, le nombre de chefs d'entreprise qui ont été aussi maires, par exemple, monsieur Henri Joyot, Anselme et Jeanne Briand aux Herbiers. On en aura deux, monsieur Chabot, monsieur Dubreuil, qui ont aussi exercé la fonction de maire. Ils sont aussi parfois présidents d'associations. Donc il y a vraiment cette porosité entre le rôle du chef d'entreprise qui ne se limite pas à la sphère d'entreprise et qui irradie aussi la vie locale. Donc voilà pour la question du leadership. Au niveau des ressources humaines, c'est une main-d'œuvre qui est locale, issue du travail au champ, donc qui est très adaptable, débrouillarde, besogneuse, peu revendicative, qui partage ces trois valeurs de la Vendée que je redis, vaillance, esprit de service et humilité. Et du coup, qui est très adaptée au modèle d'usine artisanale que nous avons eu jusqu'à assez peu, c'est-à-dire, oui, c'est une industrie, mais c'est une industrie avec beaucoup de production en atelier et qui favorise le savoir-faire de l'ouvrier, sa polyvalence, son goût du travail bien fait. Et c'est cette typologie de main-d'œuvre qui va irriguer les entreprises vendéennes jusqu'aux années 2000. C'est-à-dire que cette main-d'œuvre qui est née dans les années 50, 60, qui est rentrée sur le marché de travail dans les années 70, 80, eh bien, voilà, elle a fait la réussite de la Vendée, et puis aujourd'hui, elle part à la retraite dans les années 2010 à peu près. Mais c'est une main-d'œuvre qui a été très artisanale, très adaptable, besogneuse, et c'est ça qui a fait la réussite de la Vendée. Et on va avoir un changement à la fois dans le type de main-d'œuvre, mais aussi dans la stratégie des entreprises, autour des années 2000, plus ou moins tard selon les entreprises, où on va passer d'une industrie artisanale à une industrie industrielle. Je m'excuse du pléonasme, mais c'est-à-dire que certaines entreprises, des ETI, c'est normal, par souci de performance industrielle et performance financière, ont commencé à mettre en place des lignes de production, à standardiser certains procédés. Et ce qui se passe quand on fait ça, c'est ce qu'on appelle l'organisation scientifique du travail, c'est qu'on transfère la valeur ajoutée de l'ouvrier avec son savoir-faire, sa capacité à améliorer son travail, à l'ingénieur. L'ingénieur, le gestionnaire qui va mettre en place la méthode, qui va structurer la production, et où finalement l'ouvrier devient une sorte d'exécutant. Et donc tout le discours qu'on avait jusqu'au présent sur le fait que notre main-d'œuvre vendéenne était courageuse, adaptable, travaillait mieux, peut-être risque de disparaître avec une standardisation des méthodes qui réduit fortement la valeur ajoutée de l'ouvrier au profit de la valeur du gestionnaire ou l'ingénieur. Or, la Vendée est globalement très bien dotée, c'est très bien sur ses profils artisans, manuels, on forme 13 000 élèves via le lycée professionnel. Par contre, elle est plutôt sous-dotée sur les profils de gestionnaires, ingénieurs. Je donne un indicateur, hein, le nombre de Bac plus 5 par exemple en Vendée. En France, on est à 12,2%, en France métropolitaine. En Vendée, on est à 5,4%. Bon, la raison elle est assez simple, hein, l'absence pendant longtemps de grandes écoles en Vendée. On forme de bons bacheliers, mais les 2/3 partent faire leurs études dans un autre département. Certains reviennent, mais souvent plus tard. Voilà, moi, par exemple, j'ai fait une classe préparatoire dans mes amis vendéens. J'ai 30 ans, je suis peut-être le seul à être revenu pour l'instant. J'en ai un qui travaille dans un fonds d'investissement en finance à Paris, un autre qui est informaticien dans une start-up parisienne, et un autre qui travaille pour Engie, donc une entreprise du CAC 40. Donc mon point n'est pas de dire qu'il faut faire que des Bac plus 5 en Vendée. Non, ce serait, je pense, pas une bonne chose. La force de la Vendée, d'ailleurs, c'est de savoir détecter les talents de chacun au-delà des diplômes. Ça, j'ai beaucoup vu ça dans les ETI que j'ai rencontrés. C'est pas parce qu'on a tel diplôme qu'on est forcément dans telle case. Et on peut promouvoir des personnes chefs d'atelier sur la base de leur savoir-être et de leur expérience pratique. Mais aujourd'hui, si on parle de scène internationale, de scène européenne, qui est le sujet de la table ronde, il faut des profils qui maîtrisent l'anglais, qui maîtrisent la finance, qui maîtrisent peut-être le juridique. Et pour le coup, hein, sur ce point-là, la Vendée manque de ces compétences. J'ai 2 anecdotes pour l'illustrer. Une anecdote dans une ETI vendéenne où j'interrogeais le directeur achat sur ses approvisionnements.
Donc je lui demandais voilà, d'où viennent les matières premières, et je lui demandais, tiens, par rapport à l'Asie, est-ce que vous investissez? Est-ce que vous vous approvisionnez d'Asie? Et il me dit non, alors pour des raisons de proximité, de flexibilité qui sont tout à fait pertinentes, mais il me dit aussi tout simplement, mais parce que dans l'entreprise, on n'a pas les compétences pour faire de l'import-export, tout simplement. On n'a pas les gens qui maîtrisent l'anglais, qui maîtrisent les processus de dédouanement. Et donc, c'est aussi pour cette raison que les approvisionnements n'ont pas été délocalisés en Asie. Une autre TI vendéenne que j'avais rencontrée, c'était sur la stratégie de croissance à l'international. Donc, pour croître à l'international, on peut acheter des entreprises, faire des mécanismes de fusion-acquisition. Et je demandais pourquoi la stratégie ne venait que maintenant. Et puis, il me disait, non mais vous savez, notre première boîte qu'on a achetée, il n'y a que le DG qui a pu travailler dessus, parce que c'était le seul qui parlait bien anglais et qui avait cette compétence aussi complexe. Ce n'est pas juste l'anglais, mais compétences diverses pour pouvoir gérer ce dossier compliqué. Et donc, c'est là où on a besoin d'aller chercher des profils ailleurs, qui ont vadrouillé dans différentes entreprises, qui ont un parcours international et qui vont faire aussi la richesse de notre entreprise. On peut faire le test dans les chefs de TI qui sont qui sont présents ce soir. Peut-être que leur comité de direction n'est plus aujourd'hui très peuplé de Vendéens, qui a voilà, cette diversité, ces compétences qu'on vient apporter justement pour ces enjeux d'international et puis de performance industrielle et financière. Donc je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, c'est aussi une bonne chose de pouvoir élargir les compétences à cela. Mais attention, après je vais conclure, à la compatibilité culturelle entre ces profils de cadres et ces valeurs charnières de la Vendée. Donc je redis, le goût de l'effort, l'esprit de service et l'humilité. Parce que dans les échanges que j'ai pu avoir, il y a eu aussi parfois des incompatibilités avec... le cadre doit, en s'intégrant à la Vendée, être déjà un technicien. Donc ça, c'est le côté vaillance. Connaître le produit, être un faiseux, pas juste quelqu'un qui est sur un tableau Excel à gérer des statistiques. Et puis avoir cette humilité, c'est-à-dire être capable de ne pas se considérer supérieur aux salariés, être capable d'écouter ce que vont dire les collaborateurs sur le terrain. Et si on a ces deux valeurs fortes, on est intégré, qu'on est vendéen ou qu'on ne soit pas vendéen. Si on ne les a pas, ça ne peut pas marcher. Pour conclure, donc je vous livre quelques questions qui pourront alimenter nos discussions durant la table ronde. Le succès de la Vendée s'est longtemps basé sur un développement endogène avec une main-d'œuvre locale besogneuse et débrouillarde qui avait acquis un vrai savoir-faire artisanal. Nos ETI, en grossissant pour certaines, ont voulu normaliser leur mode de fonctionnement en cherchant davantage de performances industrielles et financières et ont alors besoin de nouvelles compétences qu'on trouve difficilement en Vendée. Le département va-t-il conserver son avantage concurrentiel ? Il était basé sur la qualité de ses entrepreneurs et sur l'alliance entre chefs d'entreprise et la main-d'œuvre locale besogneuse. Aujourd'hui, si on va vers ça, la standardisation des modes de production transfère la valeur ajoutée de l'ouvrier vers l'ingénieur ou le gestionnaire, qui sont des profils qui manquent à notre département. Et dans la mesure où certaines entreprises veulent entrer dans l'arène internationale et où les compétences décisives pour gagner cette compétition sont rares en Vendée, le territoire a-t-il vraiment les atouts pour performer sur ce nouveau terrain de jeu ? Super transition. Voilà. Impeccable. Merci beaucoup, Antoine. Merci. Alors, je vais faire brièvement un petit tour de table pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. François-Frédéric Breu. Pardon. Vous êtes secrétaire général du groupe Gauthier, les meubles Gauthier. Jean-Paul Dubreuil, je ne sais pas si on vous présente Jean-Paul Dubreuil. On va dire quoi ? Créateur du groupe Dubreuil. Christophe Chapeau, je ne sais pas s'il faut vous présenter aussi. PDG d'Akena Véranda et président de la Roche-Vendée Football. Important. On est d'accord ? Si, c'est important. C'est important. Et Étienne, il est où ? Il est là. Étienne Baudelier, dirigeant de Griffon Marine. Étienne, juste quelques mots. Dites-nous ce que c'est que Griffon Marine, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors, Griffon Marine, c'est anciennement les meubles Griffon, qui étaient en Vendée, une entreprise du meuble qui a de l'ancienneté. Et Griffon Marine, c'est la branche qu'on a reprise, qu'on a créée en 2016. D'accord, ok. Et donc on est sur de l'aménagement intérieur de bateaux, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. On travaille en B2B avec des chantiers
pour fabriquer des aménagements de bateaux, plutôt sur de la plaisance, de la voile et sur du sur-mesure, des petites unités. Donc on est une PME de 60 personnes, hein, donc c'est pas une grosse unité. Basé à Saint-Laurent ? À Chambretot. À Chambretot. Le siège. Donc, pardon. Il n'y a pas une envie d'aller sur Saint-Laurent ? Si, il y a un site à côté à Saint-Laurent. D'accord, ok. Et Antoine, vous intervenez quand vous voulez sur la table ronde, si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez. Je voudrais qu'on rebondisse sur ce qu'a dit Antoine, et je vais peut-être donner la parole à Jean-Paul Dubreuil. Le groupe Dubreuil, groupe international, est-ce que... si. C'est un groupe vendéen d'abord. Hein. Ah, voilà, on a tout dit. C'est un groupe vendéen. Mais je voudrais rebondir sur le fait, sur notamment le modèle organisationnel vendéen. Est-ce que vous pensez qu'il y a une façon de travailler à la vendéenne qui permet d'aller à l'extérieur ? Écoutez, je pense que oui, parce qu'autrement, on ne serait pas là. Hein. Effectivement, nos fondements sont en Vendée, et je dirais que tous les métiers qu'on a développés, même si on l'a développé en dehors des limites du département, de la région et de la France, c'est au départ de la Vendée. Alors, le cas le plus précis, c'est l'aérien, où on pourrait penser comment une compagnie aérienne peut être créée en Vendée. Bon, la première compagnie que j'ai créée, Air Vendée, en 75, donc il y a plus de 50 ans, on l'a fait en Vendée. Et après, ça m'a donné des idées d'aller chercher d'autres territoires. Et souvent, je me remémore quand... La dernière fois qu'on a ouvert une ligne sur les États-Unis, j'avais ouvert une ligne sur l'île Dieu, c'était un petit peu un changement de dimension. Mais enfin bon, il faut commencer par la Vendée. On n'a pas démarré aucun métier si on ne l'a pas démarré en Vendée. Quand il réussit en Vendée, on utilise la méthode qu'on a mise pour la déployer dans d'autres territoires. Alors on sait bien que la main-d'œuvre n'est pas toujours la même, mais le modèle vendéen est transposé. Et d'ailleurs, les gens nous appellent souvent les Vendéens. Même quand on est aux Antilles, on est quand même la famille vendéenne. C'est-à-dire que vous testez sur le territoire vendéen et puis vous dites ça marche. Donc on va l'exporter. On en a parlé d'ailleurs dans la deuxième table ronde. Et vous dites ça peut marcher ailleurs, c'est ça ? Un peu ça. C'est ça. C'est ça. On l'a prouvé. Donc on est resté très longtemps autour de la Vendée. On procède toujours par cercle concentrique et on s'éloigne pour garder leur synergie, surtout dans nos métiers de distribution. Oui. On va de proche en proche pour développer. Alors quelquefois, c'est pas en Vendée, ça peut être en Charente-Maritime qu'on démarre ou en Loire-Atlantique, mais c'est quand même en proximité de la Vendée qu'on a créé nos différents réseaux. Christophe Chabot, vous avez un micro ? Oui. Akena, c'est quoi ? 45 ans ? Oui. On fête les 45 ans cette année ? Oui, absolument. Pourquoi ça marche ? On verra que il peut y avoir des hauts et des bas, mais est-ce que, pour rebondir sur ce que disaient Antoine et Jean-Paul Dubreuil, est-ce qu'il y a un modèle vendéen qui fait toute la différence, organisationnelle ? Alors moi je pense que ça marche d'abord parce que nous on a eu la chance de naître avec le marché en réel. Hein. Cette entreprise s'est créée en 1981, le marché de la véranda n'existait pas, donc on est né avec le marché. On a beaucoup observé ce que faisaient nos aînés vendéens. Des groupes comme le groupe Dubreuil évidemment, un superbe exemple pour nous, mais moi une de mes références en Vendée évidemment c'est le groupe Calagne, groupe d'André Liébaud. Dont je me félicite tous les jours qu'ils ne soient pas un de nos concurrents parce qu'eux font des fenêtres et pas de véranda, et tant mieux parce qu'autrement ce serait compliqué pour nous, mais en tout cas on a beaucoup écouté nos aînés, beaucoup regardé, donc on a un peu copié le modèle, et le modèle vendéen il est relativement facile à copier en fait parce qu'il est simple. Et c'est parce qu'il est simple qu'il est duplicable, et c'est pour ça qu'on arrive, comme le dit très bien Jean-Paul Dubreuil, on arrive effectivement à dupliquer ce modèle aujourd'hui, nous, dans la France entière, et un petit peu à l'étranger aussi. Mais il est simple, c'est parce qu'il est simple. Alors déjà, en quoi il est simple ? Parce qu'on est très rationnel. Voilà, très rationnel. On a des relations, des circuits décisionnaires qui sont très courts. Moi, je trouve que ça, c'est pour nous une force inouïe. Voilà. C'est-à-dire qu'on s'adapte très vite ? On s'adapte très vite et puis on prend des décisions très rapidement. On n'a pas besoin de faire 10 réunions de travail pour décider si on va ouvrir une agence à tel endroit, si on décide d'aller essayer de conquérir de nouveaux marchés. On écoute beaucoup en interne parce qu'en réel, moi, notamment sur nos créations de produits, tout nous est venu de l'interne, tout le temps. C'est-à-dire que...
En complément du marché de la véranda, sont venus se greffer depuis quelques années le marché du carport. Alors ça vous parle peut-être pas à tous, mais le marché du carport, le marché de la pergola, tout ça, c'est des idées qui nous sont venues de l'interne par des circuits très courts. Et je trouve que c'est des salariés qui vous disent ça serait peut-être pas mal qu'on fasse ça. Ouais, nous on a aucun bureau d'études externe et tout. Alors c'est peut-être pas bien parce que on se prive peut-être de certaines compétences, mais en tout cas c'est notre méthode, y compris d'ailleurs pour la promotion sociale, puisque tous les encadrants de ce groupe aujourd'hui, tous les dirigeants, et notamment le dirigeant opérationnel, parce que moi je ne suis plus dans l'opérationnel, le dirigeant opérationnel, Dany Rabillet, est rentré chez nous il y a 25 ans par la plus petite des portes, et aujourd'hui il gère l'ensemble du groupe. Mais ça veut dire que cette fameuse simplicité dont vous parlez, et je me rapproche aussi de Jean-Paul Dubreuil, est-ce que c'est ça qui fait la différence à l'externe, à l'européenne et à l'international? Nous, on n'est pas beaucoup à l'international. On est un petit peu en Belgique, en Espagne, en Italie. Oui. On mise beaucoup sur l'Espagne et l'Italie parce qu'il y a des potentiels de marché absolument énormes là-bas. Mais comme notre modèle est simple, il est facile à dupliquer. En réel, on cherche des gens avec lesquels on a un langage très direct. Et donc, je pense que c'est une des explications. Après, il y en a sans doute plein d'autres. Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que le modèle vendéen est assez facile à dupliquer. Je dirais qu'on rencontre aussi des modèles un peu identiques dans certaines régions. Nous, on a 9 sites de production en France. On retrouve un peu l'équivalent en Bourgogne Sud. On a vraiment le même esprit que la Vendée. Et donc, il y a des régions comme ça où on connecte tout de suite parce qu'on parle le même langage. Antoine, je vous voyais réagir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Vous êtes obligé de dire oui. Hein. Oui, non, mais c'est vrai qu'en introduction, vous m'avez dit la spécificité vendéenne. C'est vrai qu'on peut retrouver ça dans d'autres régions industrielles. J'avais un collègue qui avait travaillé sur l'Alsace. Effectivement, il y avait des dynamiques ici. Mais il y a des territoires qui sont plus ou moins besogneux, plus ou moins industrieux. Et c'est vrai que la Vendée, en tout cas, c'est ce que j'entends, parce que moi, je ne suis pas même industriel. Mais ce qui est redondant, c'est que la qualité de la main-d'œuvre est plutôt bonne et que la main-d'œuvre est travailleuse, elle a l'esprit d'innovation, etc. Et peut-être ce qu'a dit M. Chabot sur l'ascension sociale, c'est un bel exemple aussi. C'est-à-dire qu'il y a des histoires dans toutes les entreprises de gens qui ont commencé balayeurs ou vraiment tout en bas de l'échelle. Et qui sont montés. Et dans des entreprises beaucoup plus normées, ce ne serait pas possible. Parce que vous n'avez pas tel diplôme, vous ne pouvez pas être à telle place. Et c'est vrai que ça, c'est intéressant. François-Frédéric Breu, pour les meubles Gauthier. Les meubles Gauthier ont connu un redressement judiciaire. Ça a commencé en juillet 2024 et vous en êtes sorti fin 2025. Les effectifs sont passés de 700 à 500, si je ne m'abuse. Et quand on a préparé ce moment, quand on s'est appelés tous les deux, vous m'avez dit deux choses. Vous m'avez dit, premièrement, le redressement judiciaire a sauvé l'entreprise. Et c'est d'ailleurs ce que dit David Soulard, le dirigeant. Et deuxièmement, il y a eu un élan de solidarité exceptionnel du tissu vendéen et ligérien suite à ce redressement judiciaire. Est-ce que vous direz... Alors, pardon, je vais être cash. Est-ce qu'il faut passer par un redressement judiciaire pour changer un peu la matrice de l'entreprise? Je me fais l'avocat du diable, pardon. Je ne souhaite pas non plus à tout le monde, hein, c'est quand même pas... c'est pas une partie de plaisir. C'est des moments intellectuellement stimulants, on va dire. On apprend à travailler avec tout un aéropage, mandataire, administrateur, avocat, tribunal et consorts. Donc c'est pas nécessairement, mais ce qui est sûr, c'est que... déjà, moi je suis pas vendéen. Et en plus, je n'ai pas fait mes 20 ans chez Gauthier pour réussir à prendre le poste. Donc, du coup, je me sens mal à l'aise, en tout cas dans le témoignage. Mais en fait, l'intérêt du redressement judiciaire, c'est que ça nous a forcés à nous organiser un peu différemment. Peut-être que d'autres l'ont fait autrement, peut-être que parfois c'est l'international, parfois c'est l'acquisition de structures. Gauthier a vécu quand même des épopées assez conséquentes. Tout à l'heure, vous parliez du climat social. On fait quand même partie des rares entreprises où il y a des salariés qui font grève pour leurs dirigeants. C'était le papa de David. Et donc, le RJ a eu l'intérêt de nous forcer à nous dire c'est quoi nos forces. Tout à l'heure, vous parliez, il y avait quelqu'un qui parlait qu'il faut qu'on développe nos forces. C'est quoi nos forces? Et qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse pour s'organiser, se réorganiser aussi pour capitaliser dessus? Et c'est sûr que ça a été un accélérateur, là où je pense que dans notre mode de fonctionnement, qui est quand même
Vous parliez de besogneux, de climat social qui est fort, qui est très intéressant, mais qui est dans l'échange et qui peut parfois peut-être être un peu long dans la mise en œuvre. Même si la prise de décision est rapide, là, ça nous a forcé à être actifs aussi et rapidement savoir se réorganiser. Dans la gouvernance, dans l'organisation, dans les compétences, et donc se dire aussi comment on fonctionne là-dessus, et aussi dans nos process, parce que souvent on oublie aussi les modes de fonctionnement. Et on avait pu être un peu gros, et l'intérêt c'était aussi de se réorganiser. Et peut-être qu'on a perdu la simplicité dont vous parliez tout à l'heure, qui était aussi la force de la Vendée, et qu'on a voulu aussi reprendre dans notre organisation de maintenant, en simplifiant l'organigramme. Est-ce que vous auriez un exemple de changement de gouvernance ou de changement de process à nous donner pour qu'on soit dans le concret ? Bon, très concrètement, le développement produit, donc nous aussi, on internalise tous nos développements. On a à peu près 60 personnes qui touchent de près ou de loin au développement produit chez Gauthier, donc pour faire un meuble. Vous voyez le bordel que ça peut générer quand même en termes d'interaction entre les personnes. Hein. C'est à peu près 8 ou 9 services. Ça, c'est un moment aussi de responsabiliser les gens et de revenir à quelque chose de simple, en effet, de responsabiliser aussi les développeurs produits en lien avec le design. Et maintenant, ça tourne à 3-4 personnes pour un développement produit. Donc l'idée, c'était quand même de simplifier beaucoup plus nos modes de fonctionnement. L'internationalisation, peut-être que vous l'avez géré différemment, mais nous a fait du mal, nous, parce que ça nous a complexifié les choses et nous ramener un peu vers nous, en Vendée, nous simplifier notre modèle, nous a pris un peu de base aussi dans notre mode de fonctionnement. C'est-à-dire que vous êtes recentré sur la Vendée ? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Parce qu'on parlait tout à l'heure qu'il faut s'extérioriser, etc. Le business, c'est quand même aussi complexe Bien dans sûr. le monde du meuble actuellement. Donc, on s'est recentré par la force aussi des choses, même si on est toujours présent à l'export. On a la chance d'être au Middle East, donc c'est vrai que ça tombe bien en ce moment, c'est là où ça vit et ça vend facilement. On est en Afrique, une zone qui est quand même énormément aussi attaquée par la Chine maintenant avec les droits américains. Bon, heureusement, on n'était pas en Amérique. Donc, oui, on s'est recentré, on va dire, sur la Vendée. Déjà, nos sites industriels étaient déjà vendéens. On avait un site à Châtellerault qu'on a fermé là dans le cadre de la réorganisation, mais sinon, mais c'est plutôt dans le mode de fonctionnement qu'on a simplifié. On est plutôt revenu un peu aux éléments basiques et on avait peut-être un peu le mode de fonctionnement, et j'aime bien le modèle du Breuil là-dessus, où on était une grosse machine. C'est vrai qu'on est monté jusqu'à 1000 personnes à une époque, hein. Sauf qu'en fait, on oubliait, et c'est pour ça que je citais le modèle de l'indépendance de vos business units, pour faire en sorte aussi que voilà, on responsabilise le plus bas et on garde cette logique de besogneux dont vous parliez tout à l'heure, pour pas faire en sorte que ce soit les gestionnaires, les emmerdeurs comme je peux être, par exemple, qui pilotent le truc, mais on laisse le pouvoir, entre guillemets, au métier, ceux qui savent. Monsieur Dubreuil, c'est ça ? Oui, absolument. Je crois que pour nous, notre savoir au niveau de la famille, parce que je voudrais aussi revenir sur le modèle, peut-être on va parler après, mais c'est de savoir effectivement que nous, on est des commerçants et des gestionnaires, c'est toujours ce que j'ai répété, que mon fils aussi a repris comme doctrine, et puis on essaye de trouver autour de nous des gens qui ont des compétences métiers. Et des compétences métiers, et après on essaie de les mettre dans le moule du Breuil, si vous voulez, de manière à ce qu'elle puisse s'exprimer et réussir de la même manière que les autres métiers l'ont fait. Donc ça, c'est important, les choix, et malheureusement quelquefois on se trompe, ça nous arrive aussi, oui. Hein, et c'est de pouvoir prendre les décisions au bon moment, redresser la barre et mettre quelqu'un qui manière de se comporter. Au-delà du savoir, c'est surtout pour nous le comportement de nos cadres et de nos dirigeants qui importe au groupe Absolument. du Breuil. On frôle la notion de talent. Est-ce que vous savez que là, il y a un talent et il faut l'exploiter ? Est-ce que vous savez Écoutez, on essaye. La fonction relations humaines, qui était inexistante pendant toute une partie de la vie, s'est beaucoup développée pour justement essayer de détecter des talents qui ne vont pas être toujours détectés peut-être par le manager de l'entreprise, parce qu'il aura peut-être tendance à vouloir le garder, et donc de pouvoir, nous, essayer d'avoir des mutations transversales sur nos métiers. Je ne dis pas que ça marche tout seul, mais ça peut être, et qu'effectivement, pour nous, le plus important, c'est la rencontre avec un talent. On sait qu'on pourra faire avec cette personne quelque chose de positif et d'exceptionnel. Étienne, on a du mal à le croire, mais il y a 10 ans maintenant, la société était au bord de la faillite. Là, Est-ce qu'on peut avoir des chiffres aujourd'hui ? Et ça va bien aujourd'hui ? Oui, on espère que ça va continuer dans le contexte actuel. Mais à cette heure-là, ça va beaucoup mieux, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Ouais.
Alors, l'histoire, c'est que du coup, le groupe dont je fais partie, le groupe Grand Large, qui est fabricant de bateaux, Grand Large Yachting, ouais. donc cherchait à reprendre une entreprise de fabrication de meubles en 2016. Et déjà, il faisait des démarches pour trouver en Vendée, parce que les fabricants de meubles, et historiquement, les métiers du bois, ah ouais. quand même, le métier, en tout cas, est vendéen. Et du coup, la société Griffon, dépôt de bilan, redressement judiciaire. Et du coup, on se positionne pour reprendre une partie de l'entreprise. Donc, on reprend 6 salariés sur 21. Okay. Et on crée la branche Griffon Marine. Donc, on part avec 6 salariés, un outil industriel. Les dernières maintenances avaient lieu en 1980. Donc, pour vous dire que c'était vraiment ce que vous disiez, hein, le métier qu'on a perdu dans les années 2000, une entreprise qui ne s'est pas transformée, qui est restée dans l'état, qui a loupé le virage du numérique. Et 6 salariés, donc avec un chiffre d'affaires nul. Voilà. On est parti de là, et avec les salariés, quand j'ai repris ça, alors je rejoins tout à fait qu'il faut avoir du métier, du terrain. C'est ce qui fédère en fait entre le dirigeant et voilà. Donc on a de la technique et qu'on emmène ça. Il y a ce respect mutuel, et du coup on a reposé les valeurs de l'entreprise. On a défini qu'est-ce qu'on voulait faire avec les salariés de cette entreprise. Donc on a posé des valeurs. C'est le premier travail que j'ai fait quand on a repris. Donc vous avez changé le modèle organisationnel original. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien de 6 salariés, il n'y avait plus de dirigeants. Donc on a repris ça. Et du coup, on a reposé les valeurs de l'entreprise. On s'est dit qu'est-ce qu'on veut faire. Et du coup, les salariés qui ont été repris, ce qui était intéressant, c'est que la première chose qu'ils m'ont dit, ils disent on veut remettre l'entreprise au propre, on va tout nettoyer, on va tout mettre propre. Et puis par contre, on veut que dans 6 mois, monsieur Constance, le dirigeant du groupe qui nous a racheté, on veut qu'il vienne voir ce qu'on a fait. Donc on parlait de l'attachement aux dirigeants. En fait, la démarche était de dire merci en fait d'avoir repris l'entreprise. On va remettre l'outil industriel en route, et on est fiers de pouvoir montrer ce qu'on sait faire des bateaux, commencer à développer des choses parce qu'on a du métier. Et du coup, il y a un bel élan qui s'est posé. Donc un élan qui vient des salariés. Alors oui, on a poussé ce projet-là ensemble, mais disons qu'ils se sont redressés les manches, et du coup c'était un élan où on a créé quelque chose de nouveau. C'était un peu l'idée, de dire qu'est-ce qu'on veut faire de notre entreprise. Et donc j'ai fait ça avec eux, et on est passé de 6 salariés à 60 salariés en l'espace de 8 ans. On est même monté à 70 il y a quelques années, et on est passé de 0 de chiffre d'affaires, parce que la société a quasiment 6 millions de chiffre d'affaires. Donc on a redéveloppé entièrement l'outil industriel. C'était une belle réussite, et du coup en fait ce qui a permis ça, c'est que on a posé les valeurs de ce qu'on voulait faire de cette entreprise, rompre un peu avec le modèle d'avant, mais en gardant le métier, les fondamentaux en fait, de réussir à trouver comment on arrive à conserver les compétences métiers dont vous parliez, ce qu'on dit depuis le début en fait. Et comment on arrive à amener de l'industrialisation, mais tout en gardant le métier, parce que une commande numérique, une machine, ça se met, mais il faut les gens pour la piloter, il faut le savoir-faire technique. Les bureaux d'études, je rejoins tout à fait aussi le fait d'internaliser les bureaux d'études. Il faut garder cette compétence métier. Et en fait, on voit que la machine, elle est là pour enlever, faciliter certaines opérations. Mais le métier technique qu'on peut défendre, etc., il reste dans cette transition qu'il faut pouvoir mener avec les salariés. Et en fait, c'est notre travail en tant que dirigeant de réussir à amener cette amélioration industrielle, mais tout en faisant une différence avec notre savoir-faire et en réussissant à coupler les deux. Pour l'instant, vous travaillez que sur le territoire français, ou vous externalisez ailleurs? Un petit peu sur l'international, ouais. Ah ouais. Avec qui, par exemple? Sur de la Tunisie, on a alors, généralement, ce sont des Français qui exportent pour fabriquer des bateaux en Tunisie. Donc, on reste dans le modèle quand même français. Mais on a à cœur de développer aussi... On fabrique des bateaux dans la France, mais on est fiers aussi de développer ce modèle français, parce qu'on est les leaders de fabricants de bateaux au niveau voile en France. Et il y a tout un écosystème autour de la course au large, autour de la voile, qui est reconnu dans le monde entier. Donc on a à cœur de développer tout l'écosystème qui va de la fabrication du bateau à la fabrication des meubles. Et on va parler de la semaine de 4 jours, mais je voudrais savoir maintenant s'il y a déjà des questions. Pour des personnes en particulier ou global? Donc ce sera le premier qui répondra. Le modèle vendéen ne peut-il exister que dans l'incarnation du dirigeant? Cela pose-t-il des limites manifestes dans la transmission des entreprises? C'était une de mes questions. Je vous la suffis. Christophe Chabot. Christophe Chabot, vous êtes un chef de bande dans l'incarnation de l'entreprise. Oui, j'aime bien. L'entreprise doit incarner quand même par une personne. Alors en Vendée, oui, enfin... quand on a affaire au créateur, effectivement, le créateur, il incarne. Maintenant,
si je suis objectif, depuis quelque temps, dans le groupe Akena, j'incarne plus grand-chose parce que j'ai quitté l'opérationnel. Et voilà, j'ai les missions agréables à mener, dont celle d'être ici ce soir. Mais ce qui est vrai, c'est que ce que je crois surtout, c'est que les dirigeants qui se succèdent, enfin qui nous succèdent, ils incarnent l'entreprise. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, avant tout, ont commencé par aimer l'entreprise dans laquelle ils travaillent. On parle des valeurs de nos salariés, de l'ouvrier vendéen, mais en réalité, l'ouvrier vendéen, une de ses forces, c'est qu'il aime l'entreprise dans laquelle il travaille. Et que, justement, quand cette entreprise a des moments difficiles, on peut compter sur lui. Oui, on est au-delà du travail, on parlait d'esprit, l'esprit à l'intérieur de l'entreprise. Oui, c'est ça. Quant à la notion de chef de bande, c'est plutôt... c'est pas péjoratif. Hein. Non, mais c'est moi qui l'emploie régulièrement. Donc, mais je ferais mieux de parler de capitaine d'équipe. En réel, moi, quand j'évoque le chef de bande, ce que j'aime beaucoup, c'est travailler en équipe. Ouais. Vous évoquiez tout à l'heure le sport. C'est vrai que ce soit dans l'entreprise, dans le sport, voire dans les équipes municipales, la méthode est un peu toujours la même en fin de compte. Hein. Oui. C'est de diriger un groupe de personnes qui sont portées par une envie commune, un projet commun. Et donc, c'est vrai qu'au milieu d'une bande de gens qui ont envie de bosser tous ensemble sur un projet, je me sens à l'aise. Jean-Paul Dubreuil, on parle de l'incarnation. C'est votre fils qui a repris le groupe, Paul-Henri. Je crois que vous avez des petits-enfants qui sont aussi dans l'entreprise, notamment sur la question du digital. C'est important pour vous que ça reste dans le giron familial? Alors, je voulais dire à l'instant, quand je vous en prie, qu'effectivement, le modèle vendéen, il a fonctionné parce qu'il y a des familles, il y a des entrepreneurs qui ont pris les risques à une époque où effectivement, l'intervenant disait qu'il n'y avait rien à Vendée. Moi, je suis participé un peu à cette période des années 50, la Vendée, précurseur. Il y avait une préfecture, il n'y avait rien. Et puis, à partir des années 60, on dit les 30 Glorieuses, le miracle vendéen. Il y a un certain nombre d'entrepreneurs, je dirais même pas le mot d'entrepreneur, c'était des commerçants, c'était des artisans qui se sont pris en main, et comme ils n'avaient rien à perdre. C'était notre cas aussi, si vous voulez. Et donc, à ce moment-là, on peut prendre des risques. Je regardais un petit peu ce qui se passait dans les départements voisins, en Loire-Atlantique, en Maine-et-Loire, où il y avait un historique d'entreprises, d'usines, etc., avec effectivement un socle important financier derrière eux. Et donc, des gens beaucoup plus timorés. Quand je pouvais échanger avec mes collègues du MEDEF à l'époque dans d'autres départements, c'est pas du tout la même chose entre des gens qui prennent des risques et les gens qui vivent sur un acquis. Donc nous, on est parti en prenant des risques dans tous les domaines, et on est resté effectivement avec la perspective, alors on a la famille, c'est qu'on puisse transmettre. Parce qu'effectivement, autrement, si c'est... Bon, j'ai pas de critique à porter sur des entreprises qui se sont vendues, mais bon, effectivement, ça perd son âme. Parce que, bon, on voit bien d'ailleurs ce qui s'est passé, des entreprises qui n'avaient pas leur actionnaire familial en Vendée. À un moment donné, s'il y a des choix à faire, on dit, on va bien, on ferme des choses sur lesquelles on n'a pas d'attachement particulier. Donc les Vendéens, qui connaissent leurs salariés, qui connaissent tout le monde, n'ont pas agi de cette manière. Et donc, je crois que c'est très important. Alors, vous parlez de la transmission. Écoutez, il faut la cultiver, la transmission. Moi, si vous voulez, avant de prendre la tête de l'entreprise, j'ai passé tous mes jeudis, tous mes fins de soirée dans l'entreprise avec mon père qui m'a emmené chez les clients, etc. Et donc, je me rendais compte un peu de la dimension qu'il pouvait y avoir. Et ensuite, très jeune, j'étais amené à mouillé dans le business, parce que mon père est décédé, j'avais 22 ans. Oui. Et ensuite, j'ai reproduit le même modèle avec mon fils qui m'accompagnait tout le temps dans tous les domaines, y compris dans l'aérien, qui prennent un goût pour ça, parce qu'il faut avoir le goût. Si on n'a pas le goût d'entreprendre, c'est Et pas s'il la peine. n'avait pas eu le goût? S'il n'a pas le goût, ça aurait peut-être été une de mes filles, où j'aurais été très contrit de ne pas le faire. Mais enfin, finalement, j'ai eu la chance que mes 3 enfants m'accompagnent dans la démarche suivante. Et qu'aujourd'hui, on en est maintenant à la démarche après, puisque j'ai la chance d'avoir aussi 7 petits-enfants, dont au moins 2, sinon 3, s'intéressent au business. Oui, c'est ça. Et il y en a déjà 2 qui travaillent dans l'entreprise, si vous voulez. Un partiel parce qu'il est encore étudiant, et puis l'autre qui est maintenant en charge de réfléchir sur le devenir de l'entreprise avec l'intelligence artificielle et des développements nouveaux dans lesquels on n'est pas présent aujourd'hui. Et oui, on en a parlé dans la deuxième table ronde. Mais c'est le fait de transmettre qui fait en sorte que Dubreuil
continue, et notamment à l'international? À l'international, c'est un peu particulier. Je dirais, dans l'international, on n'a que la partie aérienne. Que la partie aérienne. Parce que les métiers de distribution sont très spécifiques Ouais. en fonction des pays. Et donc, le modèle sort... Bon, il y a des collègues qui l'ont fait dans d'autres... Mais nous, on a essayé... On avait tellement à faire déjà sur le plan de la France, puisqu'on a travaillé d'abord sur le littoral atlantique. On est quand même des gens de l'Ouest. On y va, quand on va du Sud-Est, c'est un peu avec beaucoup de précautions. Mais bon, on l'a quand même fait. Par contre, bon, l'aérien, à partir du moment où on n'a pas une dimension long courrier, c'était effectivement l'international. Effectivement, il fallait aussi être gonflé pour ouvrir un Paris-Tahiti, pour un Paris-San Francisco, Paris-Los Angeles. Mais on l'a fait parce qu'on avait aussi des compétences en interne. On parlait tout à l'heure des problèmes de langue. Effectivement, dans ce cas-là, c'était incontournable que l'anglais et la langue de travail que nous avons dans ce domaine. Et donc, mais l'international ne touche que la partie aérienne qui représente un bon tiers de notre activité. Le reste, on est resté franco-français et ça nous semble suffire à notre bonheur. Manon, est-ce qu'il y a une autre question? Peut-être pour François Frédéric ou Étienne? J'ai une question pour Antoine. Ouais. Ouais, ça va. Ah bah oui, ça va. Si Antoine veut bien répondre. Y a-t-il un miracle économique vendéen ou finalement juste une fenêtre conjoncturelle et un historique favorable sur une terre fertile? Parce que la notion de miracle, elle est quand même un peu bizarre, parce que le miracle, ça arrive comme ça, en fait. Oui, il y a plusieurs manières de prendre la question. C'est pas un miracle dans le sens où on peut l'expliquer. Voilà, miracle, il y a un côté surnaturel. Et peut-être le deuxième point, c'est qu'il y a quand même eu aussi un phénomène de rattrapage, c'est-à-dire que la situation de la Vendée après la Seconde Guerre mondiale, c'est une terre qui est encore très rurale, et donc il y a aussi une sorte d'industrialisation à décalage qui est accélérée, qui aussi, alors sur des facteurs plus économiques, s'appuie sur le fait que la main-d'œuvre augmente son niveau de vie par le travail, donc elle est aussi motivée par cette industrialisation qui fait qu'on va se dépasser, qu'on se sort de sa condition. Et donc voilà, peut-être ces deux éléments de réponse. Après, on peut utiliser le terme miracle, moi ça me gêne pas, mais oui, mais il y a une explication à ça. Il y a une explication, en fait. voilà, sur les deux éléments de réponse. Jean-Paul Dubreuil. C'est quand même le résultat, quoi. C'était un peu miraculeux parce qu'effectivement, il y a eu des hommes au niveau des entreprises et puis il y a des hommes au niveau politique qui nous ont permis que ça se réalise. Et donc effectivement, la conjonction de tout ça n'a pas été vraie partout. Parce qu'il y avait effectivement des mondes différents. Il a fallu que ces mondes différents se parlent et aillent dans le même sens. La création du réseau autoroutier, le TGV, les zones industrielles, etc. Tout ça n'aurait pas pu se conclure si on n'avait pas eu ces moyens-là. Il y a beaucoup de départements qui n'avaient pas les acteurs pour le faire. Pour ça. Christophe, et puis après, François Frédéric. Moi, j'ai une théorie sur la réussite des entreprises vendéennes. Enfin, une théorie. Un constat, plus exactement. Jean-Paul Dubreuil l'a évoqué du bout des lèvres tout à l'heure. En réel, à ma connaissance, si je ne me trompe, tous les grands groupes vendéens qui ont réussi aujourd'hui depuis 40 ans ont tous été créés par des autodidactes. Et Jean-Paul Dubreuil l'a très bien dit tout à l'heure. Quand vous êtes autodidacte à 20 ans ou à 25 ans, vous pouvez vous permettre de vous lancer, de prendre des risques, de faire des choses. Quand on connaît l'histoire de boîtes comme Sodebo, quand la famille Bougreau vous raconte comment ils ont lancé leur boîte, c'est sûr que s'ils étaient sortis ingénieurs d'une formation, quand vous sortez ingénieur je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire d'études d'ingénieur, mais quand à 25 ans, vous vous présentez sur le marché du travail avec un diplôme, que vous avez une valeur marchande pour rentrer dans les entreprises, vous valez 3, 4, 5, 6, 7 000 euros. Vous allez là et vous n'avez pas forcément l'opportunité ou l'envie de prendre des risques. Quand vous êtes un pur autodidacte, comme moi notamment, où je ne suis pas diplômé du tout, vous vous lancez et puis heureusement, il y a de nombreux cas où ça a bien marché depuis 50 ans en Vendée. François Frédéric. J'allais abonder là-dessus, c'est que le côté risque, capacité à prendre du risque, a été quand même un élément assez fort. Ça fait 6 ans moi que je suis en Vendée et que je travaille en Vendée. Je travaillais dans d'autres départements auparavant et c'est vrai que j'avais pas j'avais des gestionnaires en face de moi dans les patrons d'activité et souvent d'ailleurs c'était même plus des patrons qui possédaient leur entreprise. Là où en Vendée quand même beaucoup d'entre eux ont aussi la fierté, la volonté de conserver aussi l'entreprise et de la faire perdurer. Il y en a quelques-uns qui peuvent vendre mais peu. Et c'est vrai que
Cette volonté-là fait aussi que je me projette dans la durée, je prends des risques, je vais peut-être faire une erreur, mais j'arriverai à rebondir derrière. Ce que d'autres territoires, parce qu'il y a des entreprises qui sont plutôt des gestionnaires ou avec des fonds ou autres qui vont être derrière, vont pas avoir cette latitude-là non plus, et qui permet, en tout cas pour nous, gestionnaires, quand on arrive pour accompagner des dirigeants, de pouvoir avoir cette capacité, cette latitude beaucoup plus forte aussi pour pouvoir... Et quand je fais l'analyse de ce qui nous est arrivé chez Gauthier, on avait perdu ce goût du risque. On devenait des gestionnaires. Et du coup, quand on revient aussi un peu à ces éléments-là, c'est aussi de se dire à un moment, on repart peut-être plus petit, plus humble, et puis on rebondit aussi derrière plus facilement. Il y a un côté aussi que je n'ai pas cité tout à l'heure, mais vous l'aviez mis dans l'élément, c'est qu'il y a un côté aussi très différent dans la Vendée, que je n'ai pas connu ailleurs pour le coup, c'est l'accompagnement entre les dirigeants. Tout à l'heure, vous parliez en RJ, on est souvent seul. Le dirigeant, il est quand même un peu seul. Enfin, on était deux, mais on est quand même seul face au tribunal, quand même, qui va nous traiter de tous les noms, parce que c'est quand même de notre faute. En Vendée, déjà, il y a des coups de fil, il y a des textos, il y a des échanges entre dirigeants qui vont aussi serrer la main. Cette solidarité, ouais. On ne la trouve pas ailleurs. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas vue ailleurs. Même nous, dans notre retournement, il y a une grande partie aussi de notre accompagnement qui se fait grâce à des familles vendéennes qui nous accompagnent. Et c'est une fierté, alors c'est aussi une responsabilité derrière, mais ça on le retrouve pas aussi ailleurs, et en fait ça rassure le dirigeant, parce qu'il se dit il y a un collectif derrière moi, et donc ça peut être me donner plus facilité aussi à pouvoir prendre des risques. Parce qu'on... Pas non plus dans tous les sens, mais parce qu'on parle souvent de la solitude du chef d'entreprise, là vous l'avez pas du tout senti. Un petit peu quand même, quand on est devant le tribunal avec les syndicats derrière ou autre, c'est pas... Voilà, mais on la sent moins clairement que ce que j'ai pu vivre dans d'autres structures. Antoine, tout à l'heure, vous avez parlé du fait que la Vendée était pas trop qualifiée, enfin qu'elle était, voilà, des ingénieurs et tout ça. Est-ce que vous, Étienne, je vous vois faire oui. Est-ce que vous êtes, est-ce qu'on peut rebondir sur cette notion-là, le fait que il faut qu'on... Alors, c'est drôle parce que j'écoutais votre parcours, etc., sur l'autodidacte. Je trouve que ce qui a fait aussi la force et qui continue à perdurer, c'est la transmission. Et quand on dit transmission, c'est la transmission de cette culture qu'on peut partir du bas de l'échelle et qu'on peut évoluer dans les strates. J'en suis un exemple aussi. J'ai commencé dans un groupe, le groupe Beneteau, qui est aussi un groupe familial vendéen, et j'ai gravi les échelons. Et je trouve qu'aujourd'hui, en fait, le niveau d'études qu'on peut avoir n'est pas représentatif du niveau de cadre, au niveau de compétences de dirigeants qu'on peut avoir ou d'ingénieurs dans nos entreprises. Parce que c'est vrai, en fait, on a un modèle aussi où les gens restent dans les entreprises. Alors on essaye, c'est de plus en plus compliqué, mais en tout cas, ce qui fait la compétence de nos entreprises, c'est qu'on a des gens qui sont là depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui sont sur des postes de responsables de production, responsables méthode, responsables de bureau d'études. Il n'y a pas beaucoup de turnover. Et alors, il commence à en avoir un peu plus, mais en tout cas, c'est vraiment un modèle. Et en fait, justement, c'est la culture de cette évolution en interne qui a fait aussi évoluer les compétences et qui permet aussi la transmission un peu de ce modèle-là et d'être proche des équipes. Donc c'est vrai que je pense que on peut pas dire que c'est un modèle qui est obsolète, parce que du coup ça peut continuer à faire comme ça. Je pense que la promotion interne, alors c'est vrai que par rapport au marché du travail c'est de plus en plus compliqué, parce que voilà, maintenant il y a des diplômes, il y a un peu une loi des recrutements qui se fait par rapport à ça, et c'est vrai que ça peut en tout cas c'est des exemples de transmission qui peuvent se faire justement, et sur des modèles qui ont marché et qui marchent potentiellement encore. Donc c'est une évolution. On n'est pas un changement radical avec le passé. Ce qu'on dit depuis le début de la journée, on se soutient par le terreau du passé, en fait. On est là-dessus. Oui, bon. Je voudrais qu'on parle de la semaine de 4 jours. Parce que vous avez mis en place la semaine de 4 jours, Étienne, à Griffon Marine, pour avoir interviewé d'autres chefs d'entreprise, ça peut être une petite révolution dans l'entrepreneuriat. On parle justement de ce modèle organisationnel vendéen. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça vient de la base? Est-ce que c'est vous qui l'avez imposé? Comment on réagit là-dessus? En fait, c'est à mon initiative, mais en fait, l'idée, c'est pas c'est de porter un projet d'entreprise. Et en fait, d'expliquer aux salariés, on est tous ensemble. Ça veut dire qu'on a besoin d'avoir tous les acteurs autour, et on fait un travail collectif. Le dirigeant, il n'est rien sur ses collaborateurs et vice-versa. On parlait d'équipe avec Christophe Voilà, Chabot. on parlait d'équipe, et c'est exactement ça. Donc en fait, quand il y a eu l'inflation d'électricité en 2022, là, tous les coûts d'énergie augmentaient, l'inflation était très forte, le coût de l'essence. Bon, on a l'impression de retrouver le même schéma cette année, mais voilà, c'était un peu les prémices. Et on avait des difficultés à recruter. La marque employeur, des difficultés à conserver les équipes. C'est vrai que c'est un enjeu de trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Bon, je pense que c'est un sujet qui parle à tout le monde. Ouais. Et du coup, on s'est dit comment se différencier, comment innover sur quelque chose de positif et trouver un modèle finalement qui nous différencie. Et du coup, j'ai posé le sujet aux salariés. Je dis voilà, je vous propose
L'idée, c'est qu'on aille vers une semaine de 4 jours. Alors, on faisait 40 heures ou 35-40 heures sur 4 jours et demi. Donc, on travaillait le vendredi matin. Et j'ai dit, voilà, l'idée, c'est que si je vous dis, on passe en 4 jours, c'est quoi les freins pour faire ça? Ça veut dire comment on réfléchit collectivement, même dans les bureaux, pour se dire, on fait une semaine de 4 jours. Pourquoi? Parce que du coup, il y a des gains énergétiques à faire, effectivement, par rapport à ça, hein, de l'ordre de 35 000 € quand même sur une année. Il y a aussi de l'inflation, un trajet en moins pour chaque salarié quand même dans la semaine, c'est du pouvoir d'achat en plus. Et puis globalement aussi un enjeu écologique, comment on parle de réduction de CO2, comment nous on peut avoir un impact dans notre organisation, on est 25, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui nous pour réduire l'impact CO2? Est-ce qu'on n'a pas quelque chose à faire autour de ça? Et comment ils ont réagi? Comment ça s'est passé? Alors je leur ai dit, on va y aller de toute façon, et maintenant il faut qu'on pose des conditions pour y aller. Effectivement c'est un projet qu'il faut qu'on porte, malheureusement ceux qui ne peuvent pas participer pour des raisons d'organisation, ça sera peut-être un peu plus compliqué de se projeter dans l'entreprise, mais en tout cas il faut qu'on y aille. Par contre, on va tester pendant un mois ce que ça donne et le CSE va remonter tout ce qu'il peut y avoir, comment on peut s'organiser par rapport à ça. Et il y a eu tout un travail collectif, donc le fait de faire un test, entre guillemets, ça va, c'est plutôt posé. Donc les salariés ont joué le jeu, on dit on va faire le test pendant un mois. Ils avaient peur sur la fatigue, l'amplitude horaire. Aller chercher les enfants. Aller chercher les enfants, etc. Ouais. Et le fait de le tester, en fait, on a eu des remontées diverses et variées sur finalement... on parlait des garderies, mais du coup les parents qui payaient un peu plus de garderies se sont dit par contre le vendredi matin je peux emmener mon enfant à l'école, et ça je le faisais pas avant. D'accord. Donc on a eu des choses très concrètes. On a mis en place une flexibilité des horaires, c'est ce qui posait problème, de pouvoir embaucher à 7h, 7h30, 8h, d'avoir une modalité sur le midi, une demi-heure, une heure de pause, et pouvoir choisir de faire 35 heures ou 40 heures dans l'entreprise, ou 38 heures. Donc voilà, on a mis des modalités, des modulations d'horaires dans l'entreprise. Alors, c'est pas simple au niveau gestion des payes, ça met un peu de complexité quand même. Et aujourd'hui, alors, si vous devez faire un bilan, parce que ça fait combien de temps que vous l'avez mis en place? Ça fait 4 ans. Et donc? Et aujourd'hui, personne ne reviendrait en arrière. Ah, ouais. Et ce qui était important dedans, c'était de fédérer en fait autour du projet. Quand vous dites à une équipe, globalement, on va essayer de faire quelque chose pour vous dégager du temps, pour vous faire gagner du carburant, moins de déplacements. C'est un projet qui va faire des économies à l'entreprise. Et globalement, c'est un projet écologique. Il va falloir qu'on trouve ensemble les solutions pour le mettre en place. Tout le monde est d'accord sur le projet. Après, comment on le transforme? C'est de se dire, voilà, quel mécanisme on met en place dans l'entreprise pour y arriver. Merci, Étienne. Manon, est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y en a plein, je suis sûre. Parce que les gens bossent. Au vu de la conjoncture actuelle, quelle est votre vision sur les 2 ans à venir pour votre entreprise? Plutôt une politique d'investissement ou une politique protectrice? Qui veut répondre? Jean-Paul Dubreuil. Écoutez, on ne sait vraiment pas ce qui va se passer dans l'avenir. On ne sait pas ce qui va se passer. Nous, on est d'éternels optimistes. Donc, si vous voulez, on pense toujours qu'il y aura des solutions qui se trouveront, quel que soit l'environnement dans lequel on est. Et il faut être très attentif et très réactif par rapport à... Réactif, c'est ça. Et je crois que ça me paraît important. Alors, nous, on a joué aussi l'aspect de la diversification de nos métiers, ce qui fait qu'il y a des métiers qui sont plus ou moins impactés par l'environnement géopolitique, climatique, etc. Donc, jusqu'à présent, on s'en est plutôt bien sorti. On peut penser, moi je suis assez confiant dans l'avenir de mes enfants et de mes petits-enfants, à condition qu'ils sachent évoluer en temps utile. Parce que je dirais qu'une des spécificités de notre groupe, c'est d'être mobile. C'est l'adaptabilité, on en parlait. C'est-à-dire qu'il y a des métiers dans lesquels on a commencé et on n'est plus du tout, parce qu'on a pensé qu'on n'avait pas de valeur ajoutée dans un certain domaine. Et donc, on a préféré sortir et puis partir dans des métiers différents, avec effectivement nos compétences, comme je disais tout à l'heure, de commerçants, de gestionnaires, mais on est sorti de l'alimentaire, on est sorti du bricolage, et on s'est reporté sur la distribution de matériel agricole, de matériel de travaux publics, des choses nouvelles, et puis on a aussi abordé les énergies nouvelles, partant du pétrole, on est maintenant aussi dans le bois, etc. Bon, il faut toujours essayer d'avoir un coup d'avance. Je pense que c'est ça, en fait. C'est l'important pour nous. Je ne dirais peut-être pas
chef d'équipe, mais nous, c'est d'être visionnaire. Parce que si vous voulez, donc c'est une vision à 10, 20 visionnaire, on peut voir. Et pour ça, il faut sortir de chez soi, si vous voulez. Et je le disais, pour moi, le MEDEF a été une expérience intéressante là-dessus. Je pense que si vous êtes là, c'est que ça permet de sortir d'aller voir ailleurs. De son terroir, de sortir de son métier et d'aller écouter, de rencontrer d'autres gens qui vont vous dire, j'ai toujours pris mes idées comme ça, par vous avez piqué les idées à des gens. Mais oui, absolument. Mais d'échanger, parce qu'il y a des renvois de balles hein, aussi. Moi, je pense avoir apporté un certain nombre de personnes, mais effectivement, à travers les réunions syndicales professionnelles, chambres de commerce, le MEDEF était là. Puis après, bon, même aussi dans la vie gestion de collectivité, c'est aussi des échanges. On découvre des choses qu'on ne connaissait pas. Christophe Chabot. Alors, la vision. Comme le dit M. Dubreuil, évidemment, on ne lit pas dans le mar de café, mais nous aussi, nous sommes optimistes et nous, on a décidé depuis à 2 ou 3 reprises, quand le marché s'est durci, nous, on met à profit ces périodes en réel pour accélérer, pour faire du développement et surtout pour faire de la croissance externe. C'est-à-dire que finalement, ce sont quand le marché se durcit un peu, ce sont des moments où on a un peu de temps devant nous, peut-être parfois, pour être offensif. Et donc, la stratégie du groupe Akena, dans des périodes comme celle-ci, c'est le développement. François-Frédéric. La même du côté Gauthier, parce que c'est vrai qu'on a vécu 2 ans défensifs. Là, c'est bon, on a donné. Et là, maintenant, c'est plutôt aller dans de l'attaque. On va se développer dans un nouveau business sur lequel on n'était pas, quel contract. On veut revenir aussi à des fondamentaux, on est plus agile, plus petit. Et donc là, l'objectif maintenant, c'est d'être plus capable de pouvoir rebondir. Mais surtout aussi, et je reviendrai sur ce qu'on disait tout à l'heure, d'investir dans l'outil industriel, mécaniser beaucoup plus, parce qu'on a un vrai sujet, nous, chez nous. L'Asie est en face de nous, ont des flux logistiques et supply qui arrivent quand même à clairement nous dépasser. Et donc nous, on se doit d'investir et donc profiter de cette période en effet plutôt quand même clairement basse, pour pouvoir rebondir et réussir à avoir un chiffre d'affaires rentable et plus conséquent demain, en tout cas quand ça va reprendre. Et en tout état de cause, d'arrêter d'être dans la défense et plutôt d'aller chercher de nouveaux business. Étienne, vous voulez réagir là-dessus, puis après j'aurai une dernière question. Après, voilà, tous les marchés sont différents, mais c'est vrai que nous, dans le nautisme, on a connu une croissance très forte après Covid. Donc, on a couru après les volumes pendant plusieurs années. Ça stagne, là. Là, ça baisse un peu, ça stagne. Et du coup, on est plutôt dans une démarche de retrouver du pragmatisme. On a développé beaucoup d'outils numériques, enfin, en termes en 5 ans, entre la cybersécurité, les outils de conception. On a complexifié énormément les flux, les métiers, etc. Et du coup, maintenant, on se dit comment on arrive à remettre du pragmatisme dans tout ça. On a des boîtes mail saturées, enfin voilà. Et du coup, la vraie valeur ajoutée, ce qu'on sort à la fin, et de se recentrer un petit peu sur peut-être faire un chiffre d'affaires équivalent, mais du coup dégager des meilleures marges parce qu'on aura optimisé tout ça. Donc effectivement, le temps de souffler aussi pour remettre un peu les outils et tout ça au cœur du jeu, quoi. Dernière question à tous. Quels sont, selon vous, et ça clôturera même les 3 tables rondes, quels sont, selon vous, à travers votre expérience, ce que la Vendée doit absolument garder et ce que la Vendée doit travailler pour être encore plus compétitive, productive, etc. Alors, en quelques mots. Alors moi, je vais dire la proximité du dirigeant. Ça, c'est quoi? C'est à garder? À garder, à tout prix, en tout cas, parce que c'est quelque chose que j'ai moins connu dans d'autres territoires. La proximité, l'incarnation. Qui permet aussi, on est le territoire qui a le moins de différence entre les bas salaires et les hauts salaires. Alors c'est pas pour ça qu'il faut diminuer l'ensemble des bas salaires des hauts salaires ou augmenter les hauts salaires, mais les bas salaires, j'y arrive pas, décidément. Mais ça, en tout cas, c'est la proximité qui est quelque chose sur lequel il est hyper important, et le lien avec quand même les OS ou les organisations syndicales ou les salariés, parce qu'on sent quand même qu'il y a un climat qui commence à être avec plus d'attentes, plus d'éléments. Et donc, je pense que ça, on l'avait par le terrain. Vous avez expliqué tout à l'heure que je n'avais pas cette lecture historique de la Vendée. Et je pense que ça, il faut qu'on le conserve et même qu'on le développe encore plus. Le off, les échanges aussi, pour réussir à peut-être incarner les changements ou en tout cas faire passer plus facilement les changements demain. Antoine, pas du tout. Étienne. Alors, d'abord Étienne et après Antoine. Pardon, c'est moi. Je suis d'accord avec la proximité du dirigeant. Ce qui est important, en tout cas, c'est que ce qui fait la compétence de nos entreprises, c'est les collaborateurs qui sont compétents. Ça, faut le garder. Ça, faut le garder. Ouais, et je pense qu'il faut qu'on arrive à incarner des projets d'entreprise qui ont du sens pour les dirigeants
pour les salariés et qu'on porte quelque chose qui aille toujours dans le bon sens. Et ça, c'est important de garder ça, parce que je pense que c'est vraiment une valeur ajoutée qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises vendéennes. Et par contre, ce qu'il faut qu'on arrive à développer, c'est peut-être des compétences à l'international. On parlait d'export tout à l'heure ou des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on est... On est un peu frileux. Ouais, il y a des autodidactes. Donc voilà, ça reste dans le même secteur. Et c'est vrai qu'il faut qu'on réussisse à amener les compétences pour nous ouvrir un petit peu à ce qui se passe en Chine, etc. Pour avoir cette vision de qu'est-ce qu'il faut qu'on aille chercher demain, toujours dans le projet d'entreprise, mais comment on s'ouvre un petit peu à l'extérieur pour aller capter des bonnes pratiques par rapport à ça, en tout cas s'ouvrir. Antoine ? Je vais reprendre les 2 points sur la proximité et le fait de faire confiance aux collaborateurs, enfin capitaliser sur leur savoir-faire, sur ce qu'ils sont capables d'apporter à l'entreprise. Il y a un mot qu'on n'a pas utilisé, ça s'appelle la subsidiarité, où justement on essaye de donner au niveau local la possibilité d'agir, et ça, je trouve que c'est assez fort. On n'a pas utilisé ce mot, mais c'est comment ça transparaît dans les expériences des uns et des autres. Et puis peut-être ce qu'on pourrait apporter et puis ce qu'on pourrait développer, c'est justement l'enrichissement d'autres profils qui viennent apporter aussi au développement de la Vendée. Monsieur Chabot a parlé de K-Line. Il y a un monsieur qui s'appelle Bruno Leger qui a développé aussi cette entreprise K-Line. Et c'est cette complémentarité entre monsieur Liébaud et monsieur Leger qui a fait HEC, qui a travaillé dans des groupes du CAC 40. Et en fait, les deux se sont nourris. L'un étant plutôt terrain autodidacte et l'autre qui avait cette expérience plus standardisée des grands groupes. C'est la complémentarité des deux. Et en fait, c'est des profils qui vont apporter aussi à la Vendée parce qu'ils ont une autre culture, un autre savoir-faire et il faut qu'on se nourrisse mutuellement. Monsieur Dubreuil, qu'est-ce qu'on garde surtout et qu'est-ce qu'on fait évoluer ? Ce qu'on garde surtout, c'est effectivement les actionnaires des entreprises sur le plan territorial, quoi. Donc les familles, ça me paraît important. Alors ça ne se décrète pas, mais je dirais qu'on doit essayer de travailler dans ce sens-là. Et je pense que des organismes comme le MEDEF, tout ce qui permet aux entrepreneurs de se rencontrer, d'échanger leurs valeurs, etc., peut permettre aussi aux nouvelles générations d'essayer de vacciner les nouvelles générations à ce qui est bien en Vendée. L'entrepreneuriat, moi je disais, quand j'étais président du MEDEF de Vendée, on avait baptisé notre magazine Terre d'entrepreneurs. Donc il faut qu'on reste sur ce schéma-là. Qu'est-ce qu'il faut travailler ? Il faut quand même. Alors, il n'y a pas que des industriels, il y a aussi du tourisme. Je dirais quand même oui, on en a parlé. La Vendée a une carte exceptionnelle à jouer sur le tourisme. Il y a quand même un certain nombre d'entrepreneurs qui sont dans ce métier. Bien sûr. Et qui se développent. Et on est peut-être le deuxième département, etc. Et on a quand même la chance d'avoir un territoire. On est le 4e. Karina Lettré dit 4e. Extraordinaire, sachant que on fait monter aussi le tourisme en gamme en Vendée. On n'est pas uniquement des gens qui viennent uniquement passer quelques heures en Vendée. Donc il y a effectivement des choses dans ce domaine-là, et je crois qu'il faut échanger avec les responsables politiques, les responsables économiques pour faire avancer. Christophe Chabot, le mot de la fin, ce sera pour vous. Alors qu'est-ce qu'on garde ? Surtout qu'est-ce qu'on garde ? Et qu'est-ce qu'il faut faire un peu fructifier là ? Ce qu'on garde, c'est ce que viennent d'expliquer mes collègues. Ce qu'on garde, c'est la réactivité, c'est le circuit court. Le circuit court, moi, je crois beaucoup en ça. Après, il faut qu'on veille à ne pas se reposer trop sur nos lauriers, justement, parce qu'on a des fondations qui sont tellement solides avec les valeurs familiales évoquées par M. Dubreuil et qu'on retrouve dans tous les gros groupes vendéens. Et donc la vigilance, pour moi, les sujets de vigilance, c'est justement l'IA demain, tous les nouveaux outils dont je n'ai personnellement pas la maîtrise, moi, mais je veux veiller à ce que justement on fasse preuve d'une belle modernité sur ces sujets-là, parce que quelquefois, comme on est justement dans l'ensemble des entreprises solides et bien portantes, peut-être qu'on n'est pas assez vigilant. Donc il va falloir qu'on ait cette vigilance-là. Merci beaucoup, vous pouvez les applaudir. Je vous libère. Merci beaucoup, messieurs. Je vous libère.